Oui. Oui, c'est exactement ça. Mais Tout à fait. On est déjà en onde, on est déjà dans notre conversation en même temps avec Henri Pénard-Ruiz qui est devant moi. Bonjour, Monsieur Pénard-Ruiz. Bonjour. Qui est philosophe, qui est écrivain, qui est ici pour participer à un colloque sur la laïcité. Quel modèle de laïcité pour le Québec? Et on était déjà lancé. Vous étiez en train de me dire, bon, en France, en ce moment, vous avez employé l'expression, c'est un peu la honte. Si on parle de laïcité et de France dans le contexte électoral, qu'est-ce qui fait que là, vous étiez là, sur le point d'employer, de développer sur cette idée-là? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une petite honte? Écoutez, de toute façon, l'idéal de laïcité est un très bel idéal de traitement à égalité de toutes les personnes, qu'elles soient croyantes, athées ou agnostiques, de liberté de conscience et qui implique l'idée que la puissance publique doit toujours exclure tout privilège. Tout privilège à l'égard des religions, tout privilège à l'égard de l'athéisme. Et que c'est en poursuivant cet idéal de stricte égalité de traitement de toutes les personnes et de leurs convictions que la laïcité est un idéal de fraternité. Ouais, Il n'est pas besoin d'ajouter un adjectif au mot laïcité. Ceux qui disent qu'il faut une laïcité ouverte insultent la laïcité en un sens puisqu'ils semble présupposer qu'elle serait fermée. On ne dit pas de la justice qu'elle est ouverte ou des droits de l'homme qu'ils sont ouverts. On dit les droits de l'homme, on dit la justice. Eh bien, il faut dire la laïcité, point, sans adjectif. Pourquoi? Parce que l'idéal de laïcité n'est pas anti-religieux, c'est pas du tout une guerre faite à la religion, c'est un idéal de stricte égalité de traitement de tous les citoyens, de toutes les citoyennes. Qu'ils soient religieux ou athées, vous l'avez dit. Qu'ils soient religieux ou athées. Il faut bien préciser qu'il n'y a aucune raison pour que les religions bénéficient d'un privilège de reconnaissance, d'un privilège public et d'un privilège de financement. Ça, c'est une anomalie, c'est un anachronisme. Ça ne veut pas dire qu'on veut du mal aux religions, mais ça veut dire que la religion n'engage que les croyants. Et par conséquent, la religion ne doit pas jouir de privilèges publics. Ça, c'est extrêmement important. Alors, évidemment, les partisans du maintien de privilèges publics de la religion ont inventé la notion de laïcité ouverte. Mais la notion de laïcité ouverte, comme vous le savez, implique que la laïcité sans adjectif serait fermée. Donc, ce sont des adversaires de la laïcité. Alors, qu'est-ce qui les dérange de la laïcité ? Peut-être pas la liberté de conscience, ils admettent assez volontiers que chacun doit être libre de ses convictions. Donc, ce qui reste, c'est le fait qu'on traite à une stricte égalité les croyants, les athées et les agnostiques, et qu'on dise par conséquent qu'il n'y a pas de légitimité à ce que la puissance publique reconnaisse des droits spéciaux, fasse des accommodements avec les religions. Ouais. Que ce soit pour des raisons historiques, pour des raisons politiques, peu importe, non, la laïcité devrait rester cet espace neutre. Oui, parce que si vous voulez, l'histoire, elle a bon dos, mais l'histoire, il y a eu une histoire où l'homme dominait la femme, il y a eu une histoire où il y avait des esclaves, il y a eu une histoire où on brûlait vif les hérétiques. Eh bien, il faut rompre avec cette histoire. Une société qui progresse, c'est une société qui est capable de prendre ses distances par rapport à ce qu'on appelle les cultures, mais les cultures, elles peuvent comporter du bon et du mauvais. Moi, la culture qui comporte la notion machiste de chef de famille, je dis, je me réserve le droit, sans renier la totalité de la culture, de dire que la notion de chef de famille est incompatible avec l'égalité des sexes, eh bien, je la critique. D'accord. Mais Henri Pénard-Ruiz, vous avez évoqué l'esclavage. Aux États-Unis, il y a des endroits où on peut visiter, des centres historiques où on va montrer comment tout ça se passait, on a gardé, on a préservé des témoignages. Alors ça, c'est incontestablement, ça a une valeur historique de documenter cet état de fait comme quelque chose d'historique. Quand on arrive, puis je fais exprès, c'est un peu malicieux, là, avec le crucifix qui est à l'Assemblée nationale, et est-ce que pour vous, c'est recevable de dire, ce crucifix-là témoigne du fait qu'à une certaine époque, pour vraiment bien montrer qu'il y avait ce lien très intime entre le clergé et le gouvernement, on a placé ce crucifix au Québec, au-dessus de l'Assemblée nationale, à un endroit bien stratégique, au-dessus du président de l'Assemblée nationale, mais ce n'est qu'historique, oublions-le. Qu'est-ce qu'on fait des symboles à ce moment-là? Vous venez de le dire vous-même, vous avez donné les éléments de la réponse à la question que vous posez. À une certaine époque. Effectivement, vous avez dit, à une certaine époque, effectivement, le crucifix était dans les lieux publics. En France, c'est pareil. Mais il y est toujours. Il y est toujours. Mais en France, il n'y est plus.
Ouais. À une certaine époque, il y avait un crucifix dans les palais de justice, dans les prétoires, dans les salles de mairie, dans les écoles. Et puis, il y a eu l'émancipation laïque, qui n'a pas consisté à dire que la religion était une mauvaise chose, mais qui a consisté à dire que la religion n'engage que les croyants. Or, la République doit unir les croyants, les athées et les agnostiques. Or, quel est le symbole qui peut unir les croyants, les athées et les agnostiques? Certainement pas un symbole religieux. Je vous donne un exemple. Marianne, qui est cette femme, qui est l'allégorie de la République française, que porte-t-elle sur la tête? Elle porte le bonnet phrygien de l'esclave affranchi. Ça, c'est un symbole qui peut être commun aux croyants, aux athées et aux agnostiques, parce que c'est le symbole de la libération. Mais il n'y a aucune raison pour que dans les palais de justice, dans les mairies, à l'Assemblée nationale a fortiori, il y ait des symboles religieux. Le symbole religieux a sa légitimité, mais dans le lieu de culte, dans l'église ou dans la maison individuelle du croyant, certainement pas dans les espaces publics qui sont universalistes et qui ne doivent pas être marqués par une croyance qui ne correspond qu'à une partie de la population. Revenons à la France, parce que vous avez commencé en disant justement que, enfin, juste avant qu'on ouvre le micro, vous étiez à dire on est entre les deux tours, là, puis il y a quelque chose d'inouï là, qui se passe en France. Comment est-ce que la laïcité, en ce moment, est récupérée politiquement? Mais elle n'est pas récupérée. Elle est caricaturée. Elle est déformée scandaleusement par l'extrême droite qui n'utilise l'invocation de la laïcité. D'ailleurs, c'est la première fois qu'un leader du Front National, une leader du Front National, Marine Le Pen, c'est bien la première fois qu'on entend le Front National défendre la laïcité. Alors, ils ne défendent pas la laïcité, ils défendent la stigmatisation d'une partie de la population, les citoyens et citoyennes de confession musulmane. C'est donc une caricature de laïcité. Ce n'est pas la laïcité. La laïcité n'a pas à traiter de façon privilégiée certaines croyances religieuses et à rejeter les autres. Madame Le Pen ne s'est jamais insurgée contre le financement public des écoles privées catholiques. Elle n'a jamais milité pour le droit de la femme à donner la vie quand elle le décide, c'est-à-dire le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Donc cette personne a une laïcité entre guillemets à géométrie variable. Ça, en sélective. fait, elle n'est pas du tout laïque. Oui. Elle essaie de donner une honorabilité, un réflexe raciste ou xénophobe de rejet d'une partie de la population en utilisant les belles valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité. Ouais. Donc il y a là une incroyable mystification, d'autant que c'est la reprise du combat sempiternel du Front National contre l'immigration, alors que l'immigration a apporté beaucoup à la France. Qui est-ce qui a fait tourner les usines pendant la Première Guerre mondiale? Des vagues d'immigration d'Espagnols, d'Italiens, de Portugais. Qui est-ce qui a fait tourner les usines pendant les 30 glorieuses, les années qui, de 1945 à 1975, ont permis de reconstruire la richesse nationale? Ce sont des immigrés venus du Maghreb, pour l'essentiel. Aujourd'hui, tous les chiffres montent. Et c'est d'ailleurs, pendant la campagne, ce qu'a montré Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de gauche, tous les chiffres montrent que les immigrés coûtent moins cher à la France qu'ils ne lui rapportent. Et ça, c'est exactement le contraire de ce qu'ose dire le Front National, qui développe toujours la thématique d'une immigration qui serait responsable du chômage, alors que quand on voit la courbe du chômage et la courbe de l'immigration, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de causalité entre elles deux. Et c'est pour vous, donc, la cerise sur le gâteau, comme on dit ici, c'est quand en plus, on ose invoquer l'idée de laïcité et la pervertir, comme vous dites, la caricaturer. Oui, d'ailleurs, il faut absolument briser cet amalgame. Il y a des gens qui osent dire, au nom de la laïcité ouverte, que la laïcité serait une stigmatisation néocolonialiste d'une partie de la population. C'est un scandale, c'est une contre-vérité. La laïcité est un idéal fraternel de liberté pour tous. À condition qu'on la définisse bien et qu'on Oui. s'en occupe. Je vais vous faire entendre, on a eu récemment à l'émission une discussion sur la laïcité, sur le fait que justement ici aussi, de temps en temps, elle est instrumentalisée, qu'elle peut cacher parfois une certaine xénophobie. Et je vous invite à écouter les propos de Alain Crevier, qui est un collègue de Radio-Canada. Oui, il va falloir que vous mettiez des écouteurs, M. Pénard-Ruiz, qui est un collègue de Radio-Canada, journaliste et animateur d'une émission
émission religieuse qui existe encore à la télévision de Radio-Canada. Et il remontait un peu le parcours historique de l'émergence de la laïcité au Québec. Dans les années 40, 50 et 60, quand on a créé le ministère de la Santé, puis ensuite le ministère de l'Éducation, c'était pas rien ce qu'on a fait là. C'était le début de la déconfessionnalisation du système. Tout appartenait ou tout passait par la paroisse et par le clergé. Il y a eu un mouvement anticlérical qui était essentiel au Québec et qui nous a donné les ministères qu'on connaît. Mais on a, en fait, plus que déconfessionnalisé. On mettait les deux pieds, on commençait, je pense, à bâtir quelque chose qui s'appelle une certaine forme de laïcité. On s'est fait prendre au jeu, et c'est simple. En tout cas, pour moi, ça m'apparaît comme assez simple. On pensait qu'on l'avait réglé, l'affaire. On n'avait pas vu venir l'immigration, on n'a pas vu venir l'autre. On n'a pas pensé que ça pouvait être si important que ça, les choses de Dieu et de la religion. Et aujourd'hui, on se réveille, on le veut avec la commission Bouchard-Taylor, mais on se rend compte qu'il y a une réalité qui nous a échappé et qu'on n'a pas terminé le débat sur la laïcité ou sur ce que nous voulons affirmer, ce que nous sommes. Oui, parce que c'est l'interaction. À partir du moment où on se débarrasse dans un pays, enfin ici au Québec, on s'est clairement débarrassé d'une espèce d'omniprésence du fait religieux. Et à partir du moment où le fait religieux redevient présent par l'immigration, est-ce qu'il y a forcément une réflexion qu'il faut mener à nouveau? C'est un peu la même chose en France, M. Pénard-Ruiz. À la Révolution française, on a opté donc pour une nouvelle vision des choses, plus laïque, mais il faut constamment la redéfinir, cette laïcité-là, ou pour vous, tout devrait rester clair avec une définition appropriée? Moi, je crois qu'il faut donner, comme vous le dites si bien, une définition appropriée. D'abord, si je peux me permettre, on ne s'est pas débarrassé de la religion. C'est pas cela qui s'est produit. On a dit la religion n'engage que les croyants. Donc c'est une affaire privée, individuelle ou collective, puisque privé est une catégorie juridique, qui renvoie au fait collectif ou au fait individuel. Si vous êtes croyante et que vous priez dans l'intimité de votre maison, c'est votre affaire. Vous devez être absolument libre. Mais et la puissance publique n'a pas à vous empêcher. Si vous vous réunissez avec ceux qui croient la même chose que vous dans un lieu de culte, vous avez tout à fait le droit. C'est une affaire privée collective ou individuelle. Donc, la laïcité ne se débarrasse pas de la religion. Simplement, elle dit, la religion n'engageant que les croyants, la sphère publique doit être indépendante de la religion. Donc, c'est pas se débarrasser. Alors, quand une autre religion vient, elle doit subir le même traitement. Je veux dire que ce soit des musulmans, que ce soit des juifs croyants, que ce soit des bouddhistes ou que ce soit des chrétiens protestants ou catholiques, il faut que la puissance publique dise, voilà, vous avez tout à fait le droit de croire ce que vous croyez, c'est votre affaire, mais moi, puissance publique, qui représente l'ensemble des citoyens, les croyants, les athées et les agnostiques, je me dois de traiter tout le monde à égalité. C'est la raison pour laquelle la sphère publique ne doit pas privilégier certains d'entre vous. Donc je crois que le principe de laïcité pourrait faire consensus si on admettait qu'avec la liberté de conscience égale pour tous, des croyants, des athées, des agnostiques, il y a la stricte égalité de traitement qui est exclusive de tout privilège. Ouais. Et je crois qu'il n'y a pas besoin de donner 36 définitions de la laïcité. Mais c'est intéressant parce qu'à travers vos propos, ce que j'entends et qu'on a peut-être évacué ici, c'est un respect et une compréhension du fait religieux. Et ça doit faire partie de la laïcité. Oui, mais attendez, pas seulement du fait religieux, un respect, une compréhension de l'humanisme athée. J'imagine mal que Jean-Paul Sartre, qui a écrit un livre qui s'appelle L'existentialisme est un humanisme, ou que Albert Camus, qui était athée mais humaniste, j'imagine mal que ces gens-là ne soient pas également respectés par rapport aux religieux. Il faut arrêter de tout focaliser sur les religions. Bien sûr que les religions doivent être encore... Attendez, ce qui doit être respecté, c'est pas tant les religions ou l'athéisme, c'est la liberté de croire. Voilà. Parce que si un croyant dit « j'interdis quiconque de critiquer ma croyance », ça veut dire qu'on retombe dans le politically correct. N'oublions pas qu'avant la Révolution, Diderot a été censuré parce qu'il avait écrit la religieuse et qu'on avait dit que ça bafouait la religion chrétienne. Alors un communiste va dire « je ne veux pas qu'on critique le communisme », alors que ce qu'on va lui répondre, vous avez le droit d'être communiste, mais vous n'avez pas le droit d'exiger le strict respect du communisme. Ouais. Et le catholique, on va lui dire la même chose. Ouais.
Donc, il faut être très clair là-dessus, parce qu'il y a un embrouillamini, des fois, il y a un mélange, une confusion. Entre le respect et le droit de critiquer. Ce qui est respectable, c'est la liberté de croire. La liberté de croire. Ce n'est pas les croyances. Parce que sinon, on n'a pas le droit de critiquer. Que serait une société de droit sans l'esprit critique, en effet, sans la liberté de critique? Ben merci Henri Pénard-Ruiz d'être là pour nous rappeler toutes ces choses fort sages. Et puis si les auditeurs veulent réagir, c'est toujours un sujet qui est palpitant. On aime toujours savoir qu'est-ce que vous en pensez. Alors c'est toujours radiocanada.ca/médium large en un seul mot. Merci, bon séjour au Québec. Merci beaucoup et bon colloque. Et merci de votre accueil. Alors donc laïcité, et c'est quel modèle de laïcité pour le Québec? C'est donc ce colloque auquel vous participez. En fait, c'est le débat de demain, ça. C'est le débat auquel vous allez participer demain. Merci, Henri Pénard-Ruiz. Merci, Henri Pénard-Ruiz. Merci,